Il est 21h45 à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 13 janvier. À la une ce soir, le couple présidentiel à la 7e édition du déjeuner de l'amitié, un déjeuner avec les diplomates initié par le vice-président Daniel Kablan-Duncan en 2012. L'objectif est de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre pays. Agro-industrie à Mans avec le lancement des travaux de construction d'usines de manioc et de riz. 31 régions et 2 districts sont concernés par ce vaste projet, un projet de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier pour produire donc le riz et le manioc. Et la tiéké, dérivée de la transformation du manioc, est très prisée en Côte d'Ivoire. Ce couscous ivoirien se retrouve au-delà des frontières. La tiéké est même devenue l'un des aliments les plus connus à l'extérieur. Vous le verrez dans ce journal. Enfin, dans l'actualité sportive, le JT a débuté à 21h45 en raison de l'ouverture ce soir de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations 2018. Coup d'envoi, Maroc-Mauritanie, score 4-0. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose ce soir un voyage au cœur de la télévision ivoirienne pour comprendre ce qui se passe derrière le décor. Et notre invité est l'un des anciens de la RTI, Ousmane Dindane, conservateur d'archives à la direction fiction, documentaire et archives de la RTI. Il a plus de 36 ans de service. Bonsoir, Monsieur Dindane. Bonsoir, Delphine. Le métier de décorateur, qu'est-ce que c'est? En deux mots, c'est la création d'illusions, du beau pour un plateau de télé. Merci. Tout à l'heure, en 10 minutes, vous allez nous dire ce qui se passe derrière le décor de la RTI. En attendant, parlons du déjeuner de l'amitié. C'est une rencontre avec le corps diplomatique initié par le vice-président Daniel Kablan-Duncan quand il était au ministère des Affaires étrangères. Cette fois, la surprise fut de taille avec la présence du chef de l'État et de son épouse, Mahama Traoré Abiba Dambélé Sawi. Une période, le mois de janvier. Une adresse, la résidence privée du vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Un seul invité à l'honneur, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Si le scénario est quasiment le même depuis 2012, celui de 2018 reste un succès sans précédent dans l'histoire du déjeuner de l'amitié. Succès dû à la présence du couple présidentiel à cette 7e édition de cette rencontre. Ce qui est, selon le doyen du corps diplomatique, une marque d'estime et d'amitié profonde. La belle tradition instaurée par notre illustre et très gentille hôte et son épouse dans cette ville patrimoine de l'humanité, non seulement se consolide, mais heureusement s'enrichit aujourd'hui de l'auguste présence de son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, et de la Première Dame, Madame Dominique. Monsieur le Vice-président et Madame, tout en vous exprimant nos vifs remerciements pour avoir organisé ce déjeuner de début d'année, nous vous prions de bien vouloir traduire, selon les vénérés Coutumes-Akan, notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à la Première Dame, pour l'honneur qu'ils nous font. C'est par un standing ovation que le vice-président de la République, initiateur du déjeuner de l'amitié, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État et à son épouse pour leur présence effective. Reconnaissance également des ambassadeurs et représentants des organisations internationales pour leur contribution significative au succès diplomatique enregistré par la Côte d'Ivoire en 2017. Amis, vous l'êtes vraiment parce que vous avez toujours été aux côtés de notre pays, particulièrement dans les moments difficiles. C'est indubitablement avec le concours et le soutien de vos États et institutions que la Côte d'Ivoire a pu, sous la haute égide de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, rétablir la paix et la sécurité sur le territoire national, renouer avec une économie solide et compétitive et une forte croissance, s'inscrire dans une trajectoire de développement dynamique avec de nombreux et solides acquis dans tous les domaines, retrouver une place très honorable dans le concert des nations, ce qui lui a valu, entre autres, d'être élu comme membre non permanent
du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019 et d'abriter sur son territoire, au cours de l'année 2017, de nombreuses et prestigieuses rencontres internationales. Se pliant à la tradition du déjeuner de l'amitié, le président Alassane Ouattara est allé au contact des invités, pratiquant ainsi la diplomatie de proximité, conformément à sa vision. Puis le chef de l'État a livré ses impressions à la presse. Je suis très heureux d'être là et je crois que réunir le corps diplomatique avec les hauts responsables de notre pays, c'est vraiment une belle occasion d'échanger les vœux de manière amicale et chaleureuse. Monsieur le vice-président, bravo, bravo. Merci bien, monsieur le président. Après des échanges de présents et le repas, place à la célébration de la culture ivoirienne. Mouchoir en main, les convives du vice-président de la République n'ont pas résisté aux notes de l'Abissa, distillées par la fanfare locale. Quoi de plus normal quand on est à Bassam, terre du peuple Nzima. 2017 a été riche au niveau des 3 secteurs du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. C'est le bilan dressé par le ministre Bruno Nabagné-Koné face aux différents représentants de structures sous tutelle. Franck Quadio pour plus de détails. Servi et ça a permis de pouvoir... Le baromètre de la liberté de la presse au niveau mondial l'a indiqué. De la 159e place en 2012, la Côte d'Ivoire occupe désormais la 81e place. L'ambition est de faire mieux. Il faut pour cela donner à la presse les instruments juridiques, d'où la nouvelle loi qui a d'ailleurs été l'objet de bien de débats durant 2017 et les ressources financières, 1,4 milliard de francs CFA au secteur en 2017. Pour les acteurs, il y a beaucoup à faire. La convention collective au niveau de la presse privée, par exemple, n'est pas encore totalement appliquée. Au niveau des agences ivoiriennes de presse, il faut transformer ces dernières en véritables entreprises de presse. Pour le secteur de la communication, l'année aura principalement été marquée par le vote de 2 lois importantes qui précisent mieux et améliorent les cadres juridiques de la presse et de l'audiovisuel. Nous aurons l'occasion d'échanger dans les prochaines semaines avec les acteurs du secteur de la communication pour expliquer, préciser l'esprit de ces lois. Adoption par le gouvernement d'un plan de restructuration et de développement de la SNPC, donc du groupe Fraternité Matin. Ce plan relativement ambitieux d'une dizaine de milliards de francs CFA permettra de disposer assez rapidement, nous l'espérons, d'un acteur public de référence. Le secteur de la poste aussi soumis à une profonde réforme, sans oublier le numérique, un secteur jugé satisfaisant. Un exemple, l'usage du téléphone portable en 2017, plus de 30 millions d'abonnements pour une population d'environ 25 millions d'habitants. De même, l'accès Internet, plus de 17 millions contre 10 millions fin 2016. D'où le 9e rang africain entre 2014 et 2016 concernant l'indice de progression de développement des télécommunications. D'autre part, le secteur des médias publics, notamment celui de la télévision, augure de bonnes perspectives selon la tutelle. En 2017, le projet de la migration vers la TNT concrétisé avec la création de la Société ivoirienne de télédiffusion. Pour démontrer notre capacité technique, nous avons démarré ce projet à la date du 17 juin 2015, date qui était fixée pour les pays émettant en UHF. À ce jour, ce projet pilote fonctionne. Et avec l'aide d'un décodeur adapté, il est tout à fait possible à n'importe qui, dans l'agglomération d'Abidjan, de capter le signal TNT des chaînes RTI 1 et RTI 2. Nous avons volontairement limité la communication sur la disponibilité de ce signal en raison justement du retard accusé par le volet libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Ce volet donc de libéralisation qui permet l'accroissement du nombre de canaux et du nombre de programmes diffusés est l'autre face de la TNT. Rappelons que 3 opérateurs de bouquets satellitaires et 4 éditeurs de chaînes TNT ont été accrédités par la ACA et émettront avant la fin du 2e semestre 2018. L'année 2018 qui annonce aussi comme principaux chantiers le développement des infrastructures et le déploiement des services. Sur la question des perspectives, la tutelle entend organiser un séminaire avec tous les acteurs du secteur.
Au niveau de la protection sociale, on fait aussi un point après l'année écoulée. Le ministre Jean-Claude Kouassi et le personnel ont pris l'engagement d'accroître leurs performances pour cette année 2018. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Politique d'emploi et de travail, mise en œuvre de la phase pilote de la couverture maladie universelle ou encore projet défilé sociaux productifs. En 2018, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut aller plus loin. Les agents ont pris le pari de relever les défis du département. De l'organisation des élections professionnelles à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle à l'échelle nationale, en passant par l'opérationnalisation de la politique nationale de l'emploi pour la période 2016-2020, nous tenons à vous rassurer ce jour sur notre engagement à produire absolument tous nos efforts pour vous accompagner dans l'accomplissement de vos missions. Conscient de l'importance de la tâche, le ministre Jean-Claude Kouassi a invité les agents à maintenir l'excellence au cœur de toutes les actions. Agir pour nous en cette année 2018, c'est tout mettre en œuvre pour la généralisation de la couverture maladie universelle. C'est s'attaquer au chômage. Agir, c'est adopter et mettre en œuvre des politiques de réduction du handicap et de la dépendance. Agir, c'est étendre le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, qui sont d'ailleurs demandeurs, et mettre en œuvre le régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des travailleuses et des travailleurs des secteurs publics et privés. Pour engager et poursuivre les réformes attendues par le gouvernement, le ministre Jean-Claude Kouassi a annoncé la remise des feuilles de route de l'année aux agents du ministère. Au chapitre politique, il y a eu une réunion du comité de direction au siège du parti. C'était en présence d'Henriette Dagri-Diabaté, présidente du Rassemblement des Républicains. Fait marquant, les vice-présidents et secrétaires généraux adjoints ont reçu leur feuille de route. Gabriel Zani. C'est la première réunion du comité de direction du Rassemblement des Républicains. Une première réunion énoncée comme une rentrée des classes. Personne n'a manqué à l'appel d'Henriette Dagri-Diabaté qui, dans son discours de recadrage, a donné la ligne de conduite du RDR en 2018. Nous devons renouer le lien distendu entre les militants et les Ivoiriens en leur montrant que nous comprenons leurs préoccupations et que nous travaillons à leur résolution. Le parti doit être utile au gouvernement pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, en particulier de nos femmes et de nos enfants. Remettre les populations au cœur des réflexions du RDR suite à l'indispensable réorganisation politique survenue après la clôture du 3e congrès ordinaire en septembre dernier. Voilà ce que demande Henriette Dagri-Diabaté aux Républicains. Mais si le RDR veut convaincre, le parti devra travailler à l'unité de la direction à la base, au rassemblement, à la paix. Elle prône donc un RDR nouveau. Le RDR nouveau ne signifie pas un nouveau parti avec une nouvelle identité. Le RDR nouveau n'est pas non plus un nouveau sigle. Le RDR nouveau doit être un parti politique ouvert, capable de maîtriser les nouveaux enjeux de notre pays. Un parti efficace, vivant au cœur de la société ivoirienne. Un RDR nouveau égale une méthode de travail efficace. Des feuilles de route sont remises aux premiers responsables du parti. Après analyse de la situation sociopolitique et après avoir adopté les conclusions de la note de cadrage, le comité de direction a décidé de la traduire auprès des militants au cours de missions politiques d'information et de sensibilisation suivi d'un séminaire sur la communication du parti. Le comité de direction a demandé aux militants de demeurer mobilisés et que leurs attentes seront adressées par la direction du parti. Ces feuilles de route précisent les missions et les attributions des vice-présidents et des membres du secrétariat général. Si le RDS s'apprête à affronter cette année électorale, il ne le fera pas en indépendant. Le comité de direction du parti demande que le RADP aille à ces élections en parti unifié.
De son côté, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage a tenu ce samedi à son siège à Cocody sa rentrée politique 2018. Pour le président Ouattara Nyonzié, le parti va relever le défi de s'implanter sur le territoire ivoirien. Alexis Ouedraogo. Siège du RPP ce samedi pour la rentrée politique chant et danse. Tour à tour au pupitre, la jeunesse, les femmes s'engagent à travailler à la promotion des valeurs du parti sur toute l'étendue du territoire. Une vision que partage le premier responsable, Ouattara Nyonzié. Il faut refaire le tour de la Côte d'Ivoire pour installer dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, là où les sections ne marchent pas bien, et aussi nous prononcer régulièrement sur l'actualité. Nous allons nous prononcer sur la réconciliation nationale, sur la paix, faire en sorte que les Ivoiriens s'asseyent ensemble et se parlent. Nous voulons que la vie politique soit apaisée parce que nous sommes un parti de paix, mais nous sommes d'accord que le préalable, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait la paix. Des programmes de formation sont par ailleurs annoncés. Ils devraient permettre aux militants d'être mieux outillés pour distiller les valeurs du parti. Il y a un groupe qu'on appelle désormais les avertis. C'est un groupe de jeunes qui veut emmener la jeunesse à prendre conscience et à ne pas se laisser manipuler. Les avertis ont donc tenu une conférence de presse autour du thème « Contribution de la jeunesse intellectuelle pour les élections sans crise en Afrique ». Nous y reviendrons très prochainement. On parle à présent agro-industrie avec le lancement des travaux de construction de la plateforme des usines de manioc et de riz à Mans. C'est un projet initié par la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Vaste projet qui concerne 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. L'objectif est de lutter efficacement contre la pauvreté. Ngana Konaté est notre correspondant sur place. 3 coups de pioche pour lancer les travaux de construction de la plateforme des usines de riz et de manioc dans la région du Guémon et du Tonki. Le projet est de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI. L'objectif est de développer, moderniser et vulgariser le vivrier en Côte d'Ivoire. Un projet qui permettra de lutter efficacement contre la pauvreté, a souligné le maire de la commune de Mans. Je suis heureux parce que cette plateforme et ses unités industrielles, en plus de résoudre le problème de la famine, constituent une réponse efficace contre le chômage des jeunes et des femmes. Le projet sera bâti sur une superficie de 6 hectares et prévoit la construction d'un marché de gros, d'une usine de riz et de transformation de manioc et les logements pour le personnel. Pour la présidente de la FENASCOVICI, ce projet sera non seulement une opportunité de développer les échanges commerciaux pour les populations riveraines, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Les gens disent que les femmes, elles ont leur argent au bout de paille. Mais cette fois-ci, il y a la banque qui est sur place, on a les microfinances qui sont sur place, où les femmes, quand tu as fini de vendre, tu t'en vas déposer ton argent et puis tu sors maintenant pour aller à la maison. Ce que tu dois dépenser, c'est ce que tu prends pour aller à la maison. Après la phase des études, la construction de la plateforme des usines de riz et de manioc dans les régions du Guémon et du Tonki est en instance de démarrage et va durer 1 an, 6 mois. Et en Côte d'Ivoire, l'atiéké, dérivé de la transformation de manioc, est très prisé. Appelé couscous de manioc, c'est une semoule cuite à la vapeur avant consommation. Aujourd'hui, le produit s'exporte. L'atiéké est même devenu l'un des aliments les plus connus. La suite avec Patricia Oumouetia. À l'instar du binôme café-cacao de la Côte d'Ivoire, l'atiéké, un mets ivoirien, a conquis le monde entier. Une véritable carte d'identité culinaire. L'atiéké est distribué dans plusieurs capitales d'Europe, d'Amérique et même d'Asie. On a les clients de l'Europe, on a les clients ici aussi. Un peu partout, au Burkina, Sénégal, partout. Ils aiment ça beaucoup. Eux, ils prennent l'atiéké fin. Les petits grains, c'est ça les gens du Sénégal, Burkina, c'est ça eux, ils aiment. Maintenant, ceux de l'Europe, ils aiment les gros grains. On a les clients libanais aussi. Même les Chinois viennent. Quand ils viennent là, une fois qu'ils viennent de là-bas, ils ont déjà notre numéro de là-bas, ils nous appellent. Et puis quand ils viennent chercher leur atiéké, puis ils s'en vont avec.
Ce moule élaboré à base du manioc, l'attiéké accompagne volaille, poisson et viande à toutes les occasions, bien que sa production soit encore majoritairement artisanale. L'attiéké est devenu international. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que nous, on n'a pas les marchés directs. Il faut toujours passer par quelqu'un. Si on peut avoir un contact direct pour faire partie de notre attiéké directement. Si on peut labelliser ça, vraiment, ça va nous arranger aussi. Originaire des zones côtières ivoiriennes, cette semoule se consomme sous plusieurs déclinaisons, dont la plus célèbre est l'attiéké poisson, sans oublier la purée de piment mélangée à la tomate et aux oignons. J'ai l'habitude de manger l'attiéké du poisson. Bon, par rapport au poulet, on sait d'où, il n'y a pas de différence. Les deux sont en tout cas. Je mange ça 2-3 fois dans la semaine. C'est ce qu'on peut manger, ce qui est accessible, quoi, en fait. Ouais. C'est bon, oui. C'est un repas où même les Blancs aussi aiment ça, les Africains aussi aiment ça. Beaucoup d'hommes aiment ça aussi. En tout cas c'est doux même. L'attiéké, ce mets national, trouve toute son originalité dans la pratique manuelle de sa fabrication. Son industrialisation reste encore très timide dans le pays à cause du coût excessif d'acquisition du matériel de production moderne. Une situation qui devrait connaître un dénouement heureux suite au lancement du processus de protection juridique du produit et de l'appellation lancée en août dernier par les autorités ivoiriennes. Autre actualité, 403 élèves ont fait leur entrée à l'École nationale d'administration ENA. Il s'agit de la 54e promotion qui place sa formation sous le sceau de la modernisation de cette administration. Didier Nguessan et Issaïo. Rentrée solennelle de la 54e promotion d'élèves ce jeudi 11 janvier 2018 à l'École nationale d'administration, ENA. Passage en revue des troupes et salut aux couleurs en présence du général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique. La première responsable s'est félicitée de la mission de formation remplie par l'ENA depuis sa création, avant de présenter la composition de la promotion entrante. Après plus d'un demi-siècle d'existence, l'ENA a formé plus de 15 200 cadres au profit de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains. La 54e promotion, au cœur de cette cérémonie, est forte de 403 élèves ivoiriens, dont 3 auditeurs libres des forces armées de Côte d'Ivoire, 5 auditeurs de la gendarmerie nationale, 5 auditeurs de la police nationale et 33 auditeurs des eaux et forêts. Le ministre de la fonction publique a exhorté la promotion à l'abnégation au travail, avec un point d'honneur sur l'éthique. Vous devrez cultiver l'amour du travail bien fait. Vous devrez également faire preuve de discipline, d'intégrité, autant de valeurs qui vont constituer le socle de votre formation. Cette promotion est la deuxième après la réforme qu'a connue l'ENA en 2016. Une réforme qui porte entre autres sur la réduction des frais d'inscription et sur la durée de la formation. Elle passe désormais de 24 à 30 mois pour le cycle supérieur. Un mot d'éducation maintenant avec l'histoire de Bassam, désormais consignée dans une mallette pédagogique. Cherchons à comprendre avec Issaïo Tchona. Une mallette pédagogique contenant l'histoire de la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO désormais disponible. Cette mallette, œuvre de la Maison du patrimoine de Grand Bassam, contient tous les vestiges et monuments importants de la ville historique et vise à permettre aux élèves de s'approprier le patrimoine mondial. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a servi de cadre de démarrage de la tournée de cet instrument. Le lancement de cette mallette pédagogique va permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire de connaître l'histoire de Grand Bassam, de connaître nos origines à travers Grand Bassam. Et après la mallette pédagogique, d'aller en visite guidée à Grand Bassam pour toucher ce qu'elles ont vu, selon ce qu'ils ont vu dans ces images de la mallette pédagogique. C'est un projet qui permet à la ville historique, qui est un musée à ciel ouvert, d'aller vers le public scolaire pour révéler le trésor de notre patrimoine culturel qui est inscrit au niveau de l'UNESCO. Les élèves constituent l'avenir du pays. Un tel projet, à leur endroit, est salué par des professionnels du patrimoine et du tourisme. C'est la première ville planifiée de Côte d'Ivoire. Et il s'agit donc de montrer ce patrimoine-là dont s'est inspiré plus tard l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Nous, en tant que restaurateurs, c'est nous qui allons accueillir tous ceux qui vont arriver
et ça ne peut qu'être une joie pour nous. Pour les apprenants, l'initiative de la Maison du patrimoine des Grands Bassam est à encourager. Oui, à travers ces images, j'ai envie de découvrir la Côte d'Ivoire, aller à Grand Bassam, faire des découvertes, tout ça. Ce sont des images valorisantes de la Côte d'Ivoire. En plus du lycée Sainte-Marie de Cocody, la mallette pédagogique va sillonner d'autres établissements pour approfondir les connaissances historiques des élèves sur la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 2012. Et depuis le 4 janvier dernier, collèges et lycées ont retrouvé leur ambiance des jours de classe, même décor à San Pedro. Mais après les congés, ces établissements retrouvent la réalité du quotidien. Notre reporter Sam Konan a sillonné quelques établissements. Son constat est commenté par Eugène Atoubé. Ils sont de retour de congés après plus de 3 semaines d'inactivité scolaire. Et les revoilà tout heureux, gais, dans leurs établissements respectifs, les uns au lycée moderne Yébart 1 et 2, les autres au lycée Inagoyi. À San Pedro, les élèves redécouvrent la dure réalité de leur environnement scolaire. Ça s'assoit au toit, on n'a pas la place pour écrire sur la table, les cahiers sont larges, il n'y a pas de place, on se coince pour écrire sur la table. Les bancs même sont abîmés, l'effectif de la classe est nombreux. Et bon, nous voulons un peu dire à notre autorité de nous aider. Non, c'est pas bien, même pour écrire, on ne peut pas parce qu'il y a les sacs sur les tables. Donc, on ne peut pas écrire, on est coincé aussi. La réalité décriée par les élèves est celle-là même qu'ils partagent avec leurs enseignants. Beaucoup d'incongruités dans les rapports enseignants-enseignés et des conditions de travail difficiles, au sujet desquelles les professeurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Cet effectif n'est pas recommandé dans la mesure où nous avons du mal à véhiculer les connaissances aux apprenants. C'est très difficile et nous nous débrouillons pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Il y a assez d'élèves et que vraiment dans les classes, quand on voit les élèves, ils ont 3, 4, ils sont coincés. Vraiment d'abord en matière de connaissances, la tricherie d'abord qui est là, et aussi vraiment ils sont mal assis. Donc vraiment, les enfants ne peuvent pas donner un bon rendement. À chaque rentrée scolaire, les mêmes besoins sont exprimés avec les mêmes promesses, sans solution réelle. Besoins pédagogiques et besoins didactiques surtout. Je demande aux élèves d'être conscients, de savoir que l'État compte sur eux. L'État compte sur les élèves. Il faut effectivement qu'ils se mettent au travail. Il y a le président de la République qui se bat pour que les collèges de proximité se multiplient partout. Divers autres besoins sont à relever qui contrarient la bonne marche de l'école, notamment l'exposition à l'insécurité et l'impunité des fauteurs de troubles. San Pedro n'y échappe pas. Sans clôture, ça ne nous arrange pas, nous les élèves. Deux sont en civique qui viennent nous agresser ici. On reconnaît que c'est une école. Mais comme il n'y a pas de clôture entièrement, donc c'est un raccourci tout près pour aller à la maison. De nombreux témoignages d'élèves et de passants indiquent que des fumoirs existeraient à proximité de certains établissements à San Pedro. Vrai ou faux, qu'importe. L'absence de clôture, à l'exemple du lycée Inagoyi, reste un facteur d'insécurité et interpelle. Et avec des élèves perturbateurs pour un oui ou un non, il y a péril en la demeure. À Boisseau, plusieurs collèges et lycées ont reçu des photocopieuses. C'est un geste de la Fédération des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Les détails avec Mamadou Kwasi. Le lycée moderne d'Aboisseau va célébrer en cette année 2018 son cinquantenaire. Malgré le poids de l'âge, l'école entend les faire peau neuve. Et c'est dans cette ambiance que Siaka Traoré, proviseur de cet établissement, reçoit du matériel de reprographie. Fruit du partenariat Dren d'Aboisseau et Fédération des photographes de Côte d'Ivoire. C'est un partenariat gagnant-gagnant, il faut reconnaître, parce que c'est un bon partenariat. Nous voyons maintenant que les frais des photos ne sont pas plus ou moins dilapidés de façon anarchique. Parce que ces frais sont canalisés dans un endroit au bénéfice des élèves qui nous sont confiés, c'est-à-dire dans l'intérêt supérieur de l'éducation. Comme le lycée moderne d'Aboisseau, 15 autres établissements publics de la région bénéficient du matériel informatique et technique d'une valeur de 11 millions de francs CFA.
L'acquisition de ces matériels est financée exclusivement par les ristournes perçues sur les frais de photo d'identité prises par les élèves à l'inscription. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, cette forme de financement a permis de réaliser de nombreux travaux au bénéfice des établissements secondaires. Il s'agit entre autres de peinture de bâtiments, de travaux d'embellissement, de réalisation de préaux et de points d'eau pour les élèves dans les drains d'Aboisseau, de Daloa, de Soubré et d'Abengourou. La mobilisation de fonds via les ristournes sur les frais de photo d'identité scolaire pour financer le système éducatif national est une idée de Ngoran Kwasi Akua, drain d'Aboisseau et les professionnels de la photographie. Pour les parents d'élèves, c'est un véritable soulagement. Il faut saluer cette entreprise et souhaiter qu'on puisse prospérer pour la pérennisation donc, de ce projet. Nous souhaitons vivement que les parents comprennent le sens et nous pourrions diminuer les cotisations exceptionnelles qui sont opérées au sein des établissements et qui polluent l'atmosphère. Si nous avons des ristournes sur les photos, si nous avons des ristournes sur les t-shirts, cela permettrait aux gestionnaires de l'école de faire ce qu'ils peuvent faire pour un meilleur fonctionnement de ces établissements. Mettre sa profession au service de l'école relève de la Fédération des professionnels de la photographie, du civisme et de l'engagement pour une école de qualité. Le partenariat structure du système éducatif professionnel de la photographie est en phase pilote. En 3 ans, ce sont 250 millions de francs CFA qui ont été investis pour la promotion de l'école dans quelques drains de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sportive, l'ouverture ce soir de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations 2018. Coup d'envoi Maroc-Mauritanie, score 4-0. Demain, 14 janvier, 16h30, Côte d'Ivoire-Namibie. Le championnat se tient au Maroc du 13 janvier au 4 février. Place maintenant à la page culture. On l'avait déjà annoncé que nous recevons ce soir un ancien de la télé. Il est entré à la RTI à 20 ans et aujourd'hui, il a 36 ans de service. Nous recevons donc Ousmane Dendane, conservateur d'archives à la direction fiction, documentaire et archives de la RTI. Encore bonsoir, M. Dendane. Bonsoir, Delphine. Nous allons voyager au cœur de la RTI avec votre œuvre intitulée « De l'arrière du décor ». Une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. L'œuvre a été préfacée par Brouaka Pascal, PCA de la RTI. Un mot là-dessus. Le PCA, parce que d'abord c'est un ancien, c'est un aîné, et je lui avais demandé comme ça de me faire la préface. Il a fait un travail remarquable en rendant hommage aux pionniers, aux devanciers, qui nous ont transmis la passion du métier. C'est vraiment un chantier de sa part. Pourquoi l'arrière du décor ? En fait, l'arrière du décor, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent de l'arrière du décor, que le simple téléspectateur ne peut pas s'en apercevoir. Et donc, je me fais comment on appelle ça, je me porte comme le regard de ces téléspectateurs-là. Donc, je raconte ce que j'ai vu en tant que témoin, en tant qu'acteur, pendant un certain nombre d'années. Quelle ambiance derrière le décor, mais avant, Issa Yo revient sur cette histoire, votre œuvre. Regardez. Rien ne le prédestinait à une carrière d'écrivain, mais le destin l'a voulu ainsi. Ousmane Dendane est entré à la radio-diffusion-télévision ivoirienne, RTI, à l'âge de 20 ans en tant que dessinateur. Très vite, il apprend aux côtés de ses maîtres le métier de décorateur où il devient chef du service décor. Homme d'ambition et de devoir, il s'intéresse à la littérature et aime les belles lettres. Un amour qui s'avère payant en 2017 avec la sortie de sa toute première œuvre intitulée « De l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne ». Préfacé par Brouaka Pascal, actuel président du conseil d'administration de la RTI. Cet ouvrage, subdivisé en 3 parties, retrace tous les grands moments de la RTI sur toutes ses facettes. Du service décor, en passant par la rencontre avec Roger Fulgence-Kassi, Alpha Blondy, Kébé Yacouba, à la direction des fictions, documentaires et archives. Tout y est pour faire plaisir aux plus nostalgiques. De l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. C'est aussi des photos de souvenirs, des personnalités ayant marqué la télé. Bref, pour ce professionnel accompli, Antenne d'or en 2007 dans le domaine du décor, l'écrit vaut mieux que des paroles vaines. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Nous allons chercher à mieux comprendre. C'est aussi simple que cela. La RTI n'est pas une entreprise ordinaire.
Vous savez, la RTI depuis 1963 a été ponctuée d'événements qui ont marqué la Côte d'Ivoire, du moins qui ont marqué la télévision. Et de ce fait, il y a eu des événements que les gens ne pouvaient pas s'en apercevoir parce que c'était hors antenne, derrière l'écran. Et donc, je me suis dit, il fallait absolument écrire. Et pour cela, il y a un monsieur, comme par hasard, qui m'a approché. C'est Charles Pémont, c'est un éditeur, qui me dit, tu me racontes une histoire fabuleuse sur la RTI, mais fais un effort, écrit. Et je lui dis non, que je n'ai pas l'âme d'un écrivain, parce que je ne saurais pas comment commencer. Il me dit, si, vas-y, tu commenceras avec une première page et tu verras que la suite... Et vous êtes allé jusqu'à 400 pages. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Un peu la collaboration difficile et les situations difficiles que nous avons vécues à une certaine époque. Parce qu'à l'époque, il y avait 4 catégories de travail à la RTI. Il y avait les fonctionnaires qui étaient recrutés par la voie de concours. Ensuite, il y a eu les journaliers, il y a eu les temporaires. Et ensuite, la 4e catégorie, c'était les collaborateurs extérieurs, dont je faisais partie. Et ces 4 catégories de travail travaillaient ensemble. Mais chacun avait sa spécificité dans ce que nous faisions à la télé ici. Au point qu'au niveau des collaborateurs extérieurs, il y avait des journaliers, il y avait des journalistes, il y avait des décorateurs, des secrétaires, enfin, il y avait tous les corps de métier de la télévision. Et l'œuvre est divisée en 3 parties. Nous allons aller à la page 137. Et nous avons là une image d'Alpha Blondy. Mais avant, nous allons écouter cet extrait en 24 secondes. La réalisation. Pourquoi Alpha, qui n'est pas agent de la RTI, figure dans votre œuvre? Alpha, il avait les mêmes préoccupations que nous. Il avait envie de chanter. Et l'organe le mieux placé pour l'aider, c'était la télé. Heureusement pour lui, il avait un ami qui s'appelait Roger Fulgence-Cassé, qui l'a fait appel. Et donc, la télé, pour y entrer, ce n'est pas facile. Et il a réussi à le faire, mais il n'était pas accepté, puisque si, c'était un peu une maison d'élite. Donc, il s'est retrouvé avec nous, comme par hasard. Et finalement, il vivait avec nous nos contraintes, nos difficultés, notre galère au quotidien. Et donc, c'est comme ça, Alpha a eu l'occasion un jour de passer à l'émission Première Chance. Et ça l'a propulsé. Ouais. Et vous avez écrit aussi justement sur les derniers défis de RFK, avant l'adieu. Et à la page 135, ouais. On a ces mots, pour Podium, laissera ces mots comme un testament aux futures générations, comme s'il sentait qu'il ne serait plus là à la prochaine saison, mais que la télé et les mélomanes devraient perpétuer l'émission. C'est un artiste hors pair, Fulgence-Cassé. Sa manière de tenir le micro, sa manière de se déplacer, symbolisait le grand homme. Et nous avons cet extrait. Il était en avance sur son temps. Effectivement. Extrait. Merci à toi également. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ta compagnie aujourd'hui. Ça a permis peut-être à quelques téléspectateurs de rester devant leur poste parce que bon, c'est mieux que la mienne et celle de Cool en tout cas. Et notre émission est terminée. Hein? Tu peux commencer ton mouvement Soulé. Et je voudrais simplement remercier Koulibaly Souleymane en vous signalant à mes téléspectateurs que si vraiment sa tête ne vous plaît pas, vous allez être obligé de le supporter encore la semaine prochaine, il sera là. On vient d'écouter là, Ful, paix à son âme. Ce sont des images qui datent de plus de 20 ans. Aujourd'hui, comment percevez-vous la RTI avec la génération actuelle? La RTI a fait un bond prodigieux. Aujourd'hui, quand je regarde ce studio aujourd'hui, je me dis que nous n'avons pas travaillé vainement. Il fallait tracer déjà les sillons. Il fallait ouvrir, les voies pour que d'autres personnes s'y engouffrent. Nous l'avons fait. On l'a fait en toute humilité parce que dans cette maison de stars,
il faut avoir certaines vertus pour réussir. Et donc, il fallait être humble, discret et patient. Nous avons été patients. Aujourd'hui, nous ne regrettons pas quand nous regardons un peu tout ce qui s'est passé. Tout est parti du début. Hein. Vous avez vu tout à l'heure le décor dans lequel Alpha évoluait. Ce genre de décor aujourd'hui n'existe plus. Et il y a des gens qui les réclament aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, avec l'ère de l'informatique, les décors de cette nature-là. Monsieur Dendane, vous avez tellement bien travaillé que vous avez été décoré plusieurs fois. Oui. Un seul mot là-dessus. J'ai été décoré en 2013 par la direction générale de la RTI et j'ai été lauréat des antennes d'or en 2007. Vraiment, c'est une satisfaction pour moi. À la page 183, vous avez fait un clin d'œil à votre épouse. Oui, tout à fait. Quelle est l'histoire? Je savais que je ne pouvais pas échapper parce que cette histoire, plus d'une personne me demandait de raconter cette histoire. Ces personnes veulent savoir comment les choses se sont passées. Mais, vous savez, à la télé, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Et forcément, tous les midis, quand vous allez déjeuner, les sentiments naissent. Et j'ai eu l'occasion au cours de la CAN 84, où il y a eu un premier but de Tia Kofi. À cette occasion, il y a eu une euphorie. Dans l'euphorie, je suis allé faire l'accolade à celle qui allait devenir ma femme plus tard. Et j'en ai profité pour faire vraiment un baiser. Donc, et là, c'était derrière le décor. C'était derrière le décor, tout à fait, comme dirait l'autre. Merci, monsieur Ousmane Dendane, d'être venu dire ce qui se passe dans les coulisses de la RTI. Je rappelle que vous êtes conservateur d'archives à la direction fiction, documentaire et archives de la RTI. Merci de nous faire vivre ou revivre ce qui se passe derrière le décor. Il y a tellement dit que votre œuvre fait 400 pages. Effectivement. Ce 21 a été supervisé par Adama Kone à la réalisation Kofi Sakra. Excellente soirée à tous.